Lyon dans la guerre. Une série audio du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Épisode 4. Le 8 mai 1945. À l'aube du 7 mai 1945, une semaine après le suicide d'Hitler dans son bunker de Berlin, le général Jodl signe à Reims la capitulation sans condition du Reich. Le lendemain, 8 mai, cet acte de capitulation est ratifié à Berlin. Le 9 mai, à minuit, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée en Europe. Elle se poursuit toutefois dans le Pacifique. Le Japon ne capitulera que 4 mois plus tard, le 2 septembre 1945. Mais que se passe-t-il à Lyon au moment où la guerre s'achève sur le territoire européen ? Dans la capitale des Gaules, la capitulation est annoncée officiellement le 7 mai au soir par le journal Les Nouvelles. Au matin du 8 mai, la ville s'éveille sous un temps radieux. Les rues sont parées de drapeaux et de décorations aux couleurs des Alliés. Les scènes de liesse spontanée se multiplient. Dans l'après-midi, les Lyonnais descendent dans les rues pour écouter l'annonce officielle de la capitulation prononcée à la radio par le général de Gaulle. La guerre est gagnée. Un poste de TSF est installé place Bellecour. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Vive la France! Le général de Gaulle a parlé. Journal Les Nouvelles, 8 mai 1945. La Marseillaise a retenti et personne n'a bronché. Chacun se recueille, beaucoup de gens pleurent. À 16h, 2 salves de 21 coups de canon sont tirés, tandis que des avions de la base aérienne de Bron survolent la ville. Dans les rues, la foule est de plus en plus dense. Les piétons se mêlent aux véhicules militaires qui défilent de manière aléatoire. Les civils grimpent sur les camions, organisent des rondes et des files indiennes, entonnent des chants, tirent des fusées et des pétards. L'ambiance est à la fête, à laquelle participent aussi les soldats alliés, américains, soviétiques et britanniques. Ici et là, on assiste à des mises en scène de la mort d'Hitler. Place des terreaux, des soldats russes organisent une fête cosaque. À 17h, le conseil municipal, réuni en séance exceptionnelle, vote l'envoi d'un télégramme de félicitations au général de Gaulle. Dans la soirée du 8 mai, une retraite au flambeau sillonne les rues de Lyon, accompagnée par la Nouba, l'orchestre des tirailleurs nord-africains, et par les pompiers lyonnais. Le lendemain, le 9 mai, la ville s'éveille encore dans la ferveur. Les célébrations se poursuivent et prennent un tour plus solennel, avec la tenue de cérémonies officielles. Le cardinal Gerlier célèbre un Te Deum à la cathédrale Saint-Jean. Dans la matinée, une prise d'armes est organisée avec les troupes alliées place Bellecour, suivie d'un défilé militaire. Cet événement fait forte impression sur Denise Algret, alors âgée de 9 ans. Je dirais que c'est un souvenir bien dans le ton de l'époque parce que c'était euphorique, c'était l'amitié entre les peuples, je me souviens toujours de mon admiration devant le défilé des troupes russes. J'y ai repensé souvent parce que je dis cette fameuse entente entre les Alliés, moi je l'ai perçue là pendant 2 heures sur la place Bellecour pendant cette prise d'armes qui est évidemment comme quand toutes les armées se mettent à faire des beaux défilés, c'était chouette quoi, des belles musiques, etc. Ces journées de festivités, placées sous le signe de la joie et du soulagement, sont d'autant plus appréciées par les Lyonnais qu'elles surviennent après un hiver difficile. Lyon a été libérée le 3 septembre 1944, soit 8 mois avant la capitulation allemande, mais la sortie de guerre est particulièrement longue. La ville a subi d'importants dégâts, notamment lors du bombardement américain du 26 mai 1944, qui a entraîné la mort de plus de 700 civils. Aussi, la retraite des Allemands le 2 septembre 1944 a entraîné la destruction de la quasi-totalité des ponts de Lyon.
À la nécessaire reconstruction s'ajoutent les difficultés de la vie quotidienne, et en particulier les pénuries alimentaires, nécessitant une poursuite du rationnement qui se prolongera jusqu'en 1949. Plus largement, l'hiver 44-45 a été particulièrement rigoureux, aggravant des conditions de vie déjà précaires. Denise Algret s'en souvient. Hiver 44-45 est très dur. J'ai de mauvais souvenirs, je dirais, de la vie quotidienne. Très mauvais souvenirs. Il y avait des coupures de gaz et d'électricité. Donc il fallait organiser sa vie d'une manière très stricte. Problème de charbon, problème de chauffage. Et l'hiver 44-45, comme tous les hivers de la guerre d'ailleurs, a été extrêmement rigoureux. Je me souviens d'une personne âgée qui était dans mes relations, qui grattait des allumettes au-dessus d'un cendrier pour que le temps que l'allumette brûle, ça lui réchauffe les mains. Cet hiver-là, le Rhône est en crue à plusieurs reprises, inondant les caves des habitants. Et dans ces caves où mes parents avaient miraculeusement accroché un jambon et 2 saucissons, tout ça nageait et tout a été perdu. En plus des difficultés de la vie quotidienne, de nombreuses familles lyonnaises restent sans nouvelles de leurs proches absents, prisonniers de guerre, travailleurs du STO et déportés. La petite Hélène Lewkowicz, d'origine juive polonaise, retrouve sa mère et son frère après la libération, après avoir été cachée dans un pensionnat puis dans un monastère. Âgée de 11 ans, Hélène se réinstalle dans l'appartement lyonnais familial en septembre 1944, mais elle restera sans nouvelles de son père, déporté à Dachau jusqu'au printemps suivant. Non, en 1944, on ne savait strictement rien. On a des nouvelles officielles d'ailleurs, un télégramme qui nous annonce que mon père est vivant à Dachau. Et ensuite, un second télégramme qui nous dit qu'il est atteint du typhus. Alors je ne sais pas si c'est le télégramme qui disait que mon père était décédé ou si c'est mon oncle qui l'avait appris par la bande. Et en fait, mon père n'était ni atteint du typhus ni décédé. Pour ma mère, il était vivant. Elle allait à Perrache attendre les arrivées des trains. André Gaillard a 8 ans au début de l'année 1944, lorsque ses 2 parents sont déportés pour fait de résistance. Son père à Dachau, sa mère à Ravensbrück. Après avoir été internée avec sa mère à Montluc, la petite André, séparée de ses frères et sœurs, est hébergée chez des oncles et tantes, puis placée dans une maison d'enfants durant tout l'hiver 1945, sans nouvelles de sa famille. Je suis restée quand même octobre, novembre, décembre. 7 mois. Et fin avril, je reçois une lettre. Alors là, c'était rarissime les lettres. Alors ça marquait, puisque je n'avais pas de nouvelles de mon frère qui était en Sanaa, je ne savais pas ce qu'il était devenu, ni de mes 2 sœurs. Je savais qu'elles étaient dans une maison, mais où, j'en sais rien. Et sur la lettre, on m'annonçait à la fois, alors, on nous ouvrait notre courrier, on vient vers moi avec une mine de circonstance. Tu sais, ta grand-mère est morte, mais ta maman va revenir. Je crois que la grand-mère morte, ça a été... Surtout que la grand-mère n'était pas très tendre non plus, mais le retour de ma mère, c'est difficile à m'expliquer ce que ça a pu donner, l'idée que quelqu'un revenait. Pour les civils non directement impactés par l'absence de proches, en revanche, l'euphorie de la libération occulte parfois ses difficultés et la poursuite de la guerre, comme le confesse Denise Doménac-Lalique, résistante âgée de 19 ans en 1944, au moment de la libération. Je crois que nous n'avons pas été conscients à l'époque, et dans la période qui a suivi aussi, nous n'avons pas été très conscients de ce que souffraient encore les gens qui n'étaient pas libérés. Parfois j'ai un peu de remords quand je pense à tout ça, parce que je me dis qu'à l'époque, on n'imaginait pas la douleur, la souffrance, l'horreur des camps de concentration. On ne pensait pas non plus à toutes les poches allemandes qui persistaient sur la côte atlantique. Nous avions été libérés, nous étions dans la joie de la reconquête, et moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu une pensée fraternelle pour les gens qui luttaient encore. Mais à partir du printemps 1945, les Lyonnais, comme les Français en général, vont progressivement être confrontés à toute l'horreur de la guerre.
Début 1945, environ 2 millions de Français se trouvent encore en Allemagne, prisonniers de guerre, travailleurs du STO et déportés. Sur 166 000 personnes déportées de France pour fait de résistance, environ 55% reviendront, contre seulement 3 à 4% des 76 000 personnes juives déportées depuis la France dans un processus génocidaire. À partir de la fin du mois d'avril 1945, le retour des survivants des camps et des prisons nazis s'organise peu à peu, suite à leur libération par les armées alliées. Pour les déportés, l'attente avant de pouvoir rentrer chez soi est parfois très longue, dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles. Jacques Micolot a été arrêté à Lyon en mars 1944, à l'âge de 16 ans, lors d'une rafle en représailles d'un attentat perpétré contre les Allemands. Déporté à Buchenwald, puis transféré dans des commandos de Dora, il est évacué vers l'ouest à la fin de l'hiver 45, au rythme de l'avancée des Alliés, dans le cadre des marches de la mort. Le 23 avril 1945, le camp d'Orianenburg dans lequel il se trouve est libéré par les soviétiques, mais il y reste encore de longues semaines, sans nouvelles et sans échange avec la France. Et c'est qu'après, on sortait plus du camp. Les Russes empêchaient tout le monde de sortir du camp. Personne ne savait qu'on était là, des obus français. On était délivrés le 23 avril, on voyait passer avril, mai, mais on disait, mais personne vient. Ils nous ont fait écrire des lettres. Je ne sais pas la suite, ils ne sont jamais arrivés. Et heureusement, il y en avait un qui était docteur avec moi français, bon, qui m'a ponctionné dans les reins. Il m'a dit, vous avez une pleurésie. On était vraiment mal mis, mauvais état. Quoi. Et encore bien que moi, je pouvais encore me bouger, aller faire aller chercher à manger pour ceux qui ne pouvaient pas. Hein. Je pouvais encore tenir debout, je marchais, et ça allait. Parce que les Russes eux-mêmes, qui étaient là avec nous, ils partaient tous avec tout ce qu'ils pouvaient emmener. Hein. Des carrioles, ils emmenaient. Tout ce qu'ils pouvaient ramasser aux Allemands, ils y emmenaient. Et ils nous disaient, ben vous, on va vous emmener avec nous, là-bas en Russie, on vous soignera en Russie. Et j'ai dit, ben c'est bien gentil, mais en Russie, bon, et heureusement, on a eu de la chance, il y a des officiers français qui faisaient les camps, qui nous ont trouvés. Il y a des Français ici, je dis oui, il y a des Français, on n'était pas nombreux, je ne sais pas si on était une 10 ou 15. Ils ont dit, on va s'occuper de vous. Et c'est de là que, peut-être 2-3 jours après, qu'ils sont venus nous prendre et ils nous ont emmenés à Berlin. On était contents parce qu'on savait qu'on rentrait là. Là, on était tous affaiblis, mais déjà de savoir qu'on rentrait, même en disant, ben, au moins on va rentrer, si on lâchera peut-être en France. C'est ce qu'on pensait. On est monté dans un avion militaire, puis on a passé par la Belgique, et puis on est atterri à Paris. Puis après, là, on a passé à l'hôtel Lutetia, là, à Paris. J'ai passé les visites, là, mais ils ont vu que j'étais malade. Oh, putain. Mais je suis quand même resté 3 jours, je crois, à Paris. Le 24, je suis rentré le 27 à Lyon. Et à Lyon, là, je suis rentré avec mon costume, d'ailleurs, hein, de déporté. Je suis rentré avec à Lyon. Et à Lyon, en rentrant, j'étais tout seul à la gare. Sur la route, j'ai trouvé 2 personnes que je connaissais 5 fois, 2 personnes âgées. Voilà, quand ils m'ont vu, ils m'ont vite accompagné. Alors, ils m'ont ramené jusqu'au car. Et le car, ils m'ont monté jusqu'à Sainte-Foy. Et à Sainte-Foy, j'ai trouvé un autre jeune qui me connaissait, qui m'a emmené jusqu'à la maison. Et à la maison, j'ai su que mes 2 frères étaient rentrés. Ils étaient rentrés avant moi, ceux de l'STO. Ils étaient rentrés avant moi. Et ma mère m'attendait, quoi. Elle disait savoir si je reviens, parce que sur les 3, on a dit, les 2, ça va encore, mais le 3e, je pensais pas revenir, là. Elle n'avait pas de nouvelles, ils ont dit, il est perdu là-bas. D'autres personnes rapatriées en cette fin de conflit n'ont pas la chance de retrouver leur famille. Claude Bloch, arrêté avec sa mère et son grand-père en juin 1944, à l'âge de 15 ans, puis déporté dans les camps d'Auschwitz et de Struthof, sera le seul déporté survivant de sa famille à revenir en France. Très affaibli après la libération du camp, il reste 2 mois en Suède afin d'y être soigné et rentre à Lyon en juillet 1945. Il n'y retrouve que sa grand-mère.
On a passé 2 mois en Suède, on a été bien soignés. Ensuite, on a été emmenés dans un hôtel de montagne. Et le 14 juillet, on a réembarqué à bord d'un paquebot de ligne à Göteborg. En faisant les tours des îles britanniques, puisque le Pas-de-Calais était miné, on a débarqué à Cherbourg le 20 juillet, je crois. Voilà. Et après les contrôles d'usage, on nous a ramenés à Paris. Et au bout de 2-3 jours, on a pris le train pour Lyon. Entre-temps, ma grand-mère paternelle était décédée à Tours, de mort naturelle. Mais ma tante et son mari avaient été déportés en 42 ou 43 de Tours. Il ne me restait plus personne, sauf ma grand-mère, que j'ai gardée encore 4 ans. Ça a été très, très dur. Quand on est rentré, on a été reçus dans des baraques qui avaient été montées spécialement, vues rapidement par un docteur. Et ensuite, on a été mis dans des autobus qui nous ont ramenés devant notre domicile. Donc l'autobus s'est arrêté devant chez moi en rue Franklin. Et j'ai retrouvé ma grand-mère qui, entre-temps, étant cardiaque déjà, était en très mauvais état. Pendant les 4 ans qu'elle a encore vécu, jusqu'en 49, elle a vécu entre la maison, l'hôpital et les maisons de repos, où chez les religieux, je l'avais pratiquement jamais à la maison, où je la retrouvais. Quand je rentrais, je la trouvais étendue par terre, parce qu'elle avait pris un malaise dans la journée. Bon, ça n'a pas été drôle non plus. Et puis ensuite, au mois de septembre, octobre, j'ai repris mes études à la Martinière. Et ma grand-mère est décédée en septembre 49. Entre-temps, j'avais fini mes études. Le 1er septembre 48, j'ai commencé à travailler. J'étais comptable. J'avais fait des études en section commerciale à la Martinière, option comptabilité. Pour Jacques Micolo aussi, le retour à la vie normale à Lyon sera long et difficile. Je suis rentré là vraiment affaibli. Je restais 1 mois et demi à l'hôpital de la Croix-Rousse, parce que j'avais une tuberculose. Et puis j'étais affaibli, quoi. 1 mois et demi, puis après j'ai été faire du sanatorium à Saint-Hilaire-du-Touret. De 45 à 46, presque 1 an. Et puis après j'ai pris le boulot à la fin de l'année 46, à la même maison où je travaillais avant. Oui, le même avec tous les, mais alors tous les certificats, comme quoi je restais pas de contaminer quelqu'un d'autre. Et ben quand je suis revenu, j'avais pas 18 ans encore. J'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi. Les personnes rapatriées ne sont pas toujours aussi bien accueillies qu'elles l'auraient souhaité, comme en témoigne Bernard Poncet, résistant déporté à Neuengamme, rapatrié à Lyon début juin 1945. Les Russes nous ont mis à l'armée américaine et nous avons été rapatriés en passant par la Hollande, la Belgique. Nous avons eu un très bon accueil dans ce pays-là. Et par contre, l'accueil était beaucoup moins bon en France parce que les Français avaient été libérés déjà depuis longtemps. Et en France, les civils avaient beaucoup souffert de la pénurie d'alimentation. Donc, si vous voulez, pour eux, on leur rappelait des souvenirs. Ils avaient déjà tourné une page. Et on leur rappelait de mauvais souvenirs avec nous étions cadavériques. On n'était pas beau à voir. Et pour eux, on a senti une très grande incompréhension. On a senti très vite que nous étions plutôt gênants. Une impression assez pénible que j'ai gardée de mon retour en France. La seule impression bonne que j'ai gardée, c'est celle de ma mère, qui était tellement heureuse de me retrouver que pour elle, c'était extraordinaire. Enfin, je me souviens d'elle. C'est ce souvenir vraiment très bon que je garde. Sinon, je me souviens avoir été interrogé par des tas de gens qui voulaient parler avec une curiosité qui n'était pas plaisante. J'ai pas aimé cette façon dont on m'a posé des questions, ça, à mon retour. Nous étions dépassés à ce moment-là. Nous arrivons un peu comme des cheveux sur la soupe. À leur retour, la plupart des déportés survivants ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu, comme l'expliquent Claude Bloch et Jacques Micolo. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Et à partir Les gens ne posaient pas de questions et nous, on n'en parlait pas. Enfin, moi, en ce qui me concerne. Que même une fois marié avec ma femme, je n'ai jamais parlé. Jamais. Et d'abord, même en sanatorium, on faisait partie des malades, tous les malades qui se retrouvaient à leur bord. Plus ou moins, on en parlait. On en parlait au début de savoir de quel camp on avait été et tout, mais après, non.
On pensait plutôt à se rétablir et puis essayer de reprendre la vie normale, quoi. Parce que on a dit, si on vit tout ce qu'on a passé là-bas, personne dit, on ne sait pas vrai tout ce qui s'est passé. Vous pensiez que les gens... Oui, oh non, c'est pas croyable. C'est vrai, c'était pas croyable. En 1945, en effet, la population civile française ne comprend pas ce que les personnes déportées ont traversé. Denise Algret et Denise Doménac-Lalique s'en souviennent. Donc nous avions rejoint notre école proche de la gare des Brotteaux, et comme nous étions vraiment très très proches de la gare des Brotteaux, et que les déportés, la plupart des convois de déportés arrivaient à la gare des Brotteaux, notre directrice, nos institutrices, je ne sais pas, ont pris l'initiative d'aller nous faire accueillir ces déportés à la gare. On avait beaucoup accueilli pendant la guerre. On nous avait beaucoup mobilisés pour accueillir les trains de prisonniers, les gens qu'on échangeait entre les travailleurs français, les convois sanitaires, enfin bon, c'était une chose qui nous était assez familière. Donc, rebelote, on allait à nouveau accueillir ces gens qui rentraient d'Allemagne. Comme c'était la saison des cerises, nous avons acheté des cagettes de cerises. Et nous sommes partis de notre école, donc un après-midi, toute pimpante. On avait mis nos petites soquettes blanches, nos petits nœuds dans les cheveux, on s'était fait belle, et joyeusement, avec nos cagettes de cerises, les portant un petit peu comme des reliques, nous sommes allés à la gare. Donc le train s'est immobilisé, et on a vu descendre, moi ça ne m'a pas beaucoup troublé, c'est-à-dire des gens sur des civières, mais comme on avait assisté à des rapatriements sanitaires, bon. Et puis après le passage de ces civières, on a donc vu arriver des gens avec ses habits rayés. Nous nous sommes précipités vers eux pour leur offrir nos cerises. Et là, si ma mémoire ne fait pas défaut, ils nous ont pas vus. Et ils n'ont pas pris nos cerises. Même pas une, même pas deux, rien. Et on avait le sentiment, alors là, vraiment le sentiment qu'on avait affaire à des fantômes. Et en plus, on était incapable de comprendre pourquoi. Et de savoir pourquoi. Je pense que nos institutrices en étaient au même point que nous. On a vu arriver les premiers déportés. On était heureux de les voir revenir. On était prêts à les fêter. Et on a vu arriver des zombies. Des gens qui nous ont même pas regardés et à qui on osait à peine parler. Et on n'y a rien compris. Et je crois qu'ils n'avaient pas envie de parler de ce qu'ils avaient vécu d'abord. Et qu'ensuite ils avaient, même si ça n'était pas explicite pour eux, le sentiment qu'on les aurait peut-être pas cru. Et c'est vrai qu'on pouvait même pas imaginer ce qui s'était passé. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'avait pu être l'horreur des camps de concentration, des camps de déportation. Pour les proches retrouvant des membres survivants de la déportation, il peut aussi y avoir une forme d'incompréhension, voire de distance. La petite André Gaillard, dont les 2 parents ont été déportés pour fait de résistance, voit seulement revenir sa mère, rapatriée en juillet 1945. J'ai pas été effrayée, j'ai simplement été très surprise. Parce que, et c'est toujours très dur à expliquer, quand elle est partie, c'était ma maman. Et quand elle est revenue, c'était ma mère. Il y a toute une différence entre les 2 mots. Elle était toujours gentille, mais alors que quand elle est partie, je m'asseyais sur ses genoux, je faisais un gros bisou. Quand elle est revenue, elle ne supportait pas. Ça a été... Autrement, j'ai reconnu ma mère, sauf que je n'ai pas compris. Elle ne marchait plus, alors que quand on était petite, il fallait lui courir derrière. Elle marchait, mais elle marchait mal. Et elle ne pouvait rien supporter dans ses doigts, parce qu'elle avait eu les doigts gelés. Et dès qu'elle avait à prendre quelque chose de chaud, elle lâchait. Si le retour des déportés et la découverte des camps sont un choc pour l'opinion d'après-guerre, la prise de conscience de l'enfer concentrationnaire nazi, et de la Shoah en particulier, ne sera finalement que lente et progressive. Pour l'heure, en dépit des difficultés traversées et des deuils qui touchent de nombreuses familles, le printemps 1945 apporte un vent d'espoir et un retour progressif à la vie normale, en particulier à la vie démocratique. Quelques jours avant l'annonce de la capitulation allemande, le 29 avril 1945,
les Françaises et les Français sont appelés aux urnes pour la première fois depuis le début de la guerre, dans le cadre des élections municipales. C'est aussi la toute première fois que les femmes françaises peuvent voter. Le deuxième tour de ces élections municipales a lieu le 13 mai. À Lyon, l'ancien maire radical et ancien président du Conseil, Édouard Herriot, est réélu, en son absence. Chassé de son poste en 1940, il avait été placé en résidence surveillée, puis emprisonné en France et en Allemagne. Libéré par l'Armée rouge dans la région de Berlin, fin avril 1945, il est rapatrié le 19 mai. Journal L'Aurore, 20 mai 1945. Lyon pavoisé a fait un accueil triomphal à Édouard Herriot. Amis, officiels, journalistes sont là, qui se pressent et acclament le président. Avec une émotion qu'il ne cherche pas à dissimuler, M. Herriot donne l'accolade à M. Justin Godard, maire provisoire de Lyon depuis la Libération. À 16h, la nouvelle de l'arrivée du président s'est répandue dans Lyon. Un cortège officiel s'est formé. Une foule innombrable se presse sur le parcours. Tous applaudissent sans fin au passage du cortège qui arrive place Bellecour, où le maire de Lyon vient présenter un hommage ému à la mémoire des patriotes lyonnais fusillés par les Allemands. En ce printemps 1945, tandis que la guerre vient de se terminer en Europe, une nouvelle page commence à s'écrire pour la ville de Lyon et pour la France. En octobre, les élections constituantes contribueront à redessiner le paysage politique du pays, porté par les idéaux de la résistance. C'était Lyon dans la guerre. Épisode 4, 8 mai 1945. Un documentaire sonore avec les témoignages de Denise Algret, Claude Bloch, Denise Doménac-Lalique, André Gaillard, Hélène Lefkovitch, épouse Ackermann, Jacques Micolo et Bernard Poncet. Ces témoignages ont tous été recueillis par le CHRD dans les années 1990. Écriture, narration et réalisation, Marine Beccarelli. Un podcast du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon.